Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Écoutez, donc aujourd'hui on fait le point hebdomadaire, hein, comme d'habitude, sur l'actualité crypto et économique également. Et là on va même parler géopolitique, notamment avec l'Inde et le Pakistan qui s'y mettent, hein, comme ça on n'avait pas ce problème là. Au niveau mondial, ça y est, ils ont décidé de mettre une couche de plus sur les tensions en fait géopolitiques. Donc on va en parler notamment avec le Cachemire au milieu. Et pourquoi? Parce que ça a des impacts forcément, ça aura des impacts si ça dégénère sur notamment le cours de l'or, le cours du Bitcoin, les actifs également au niveau mondial. Forcément, puisque tout est lié. C'est ça qui est aussi intéressant, hein, dans l'actualité économique et même crypto tout, c'est que absolument tout est lié. Donc on va en parler de tout ça. Bien évidemment, je vais vous faire le point sur le Bitcoin, sur le VeChain, les projets donc crypto, hein, sur également donc, le XRP et Ondo avec le narratif RWA ou des choses intéressantes à dire, notamment sur le XRP là, qui est en train vraiment de mettre le décollage en plein, ça c'est clair. Et également, on parlera en fin de vidéo, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, des actualités crypto plus générales, cette fois avec les nouvelles qui sont tombées cette semaine, les actualités économiques et même un petit peu géopolitique où je vais expliquer qu'est-ce qui se passe en Inde, au Pakistan, en gros, pour résumer, et aussi les impacts que ça peut avoir sur le cours du pétrole au niveau dollar, le cours de l'or par rapport à l'euro et bien sûr le cours de l'euro par rapport au dollar. Bon, on va voir tout ça. Voilà, donc si vous êtes chaud, écoutez, c'est parti. Donc on commence avec le Bitcoin notamment et les ETF Bitcoin Spot sur le rapport de Farside Investor comme vous voyez ici. Et regardez-moi cette semaine de folie, vraiment c'est une très bonne nouvelle, hein, puisque ça y est, on est reparti à la hausse, to the moon. Non mais écoutez, ça, en tout cas c'est une bonne nouvelle sur le court terme. Est-ce que ça va se prolonger? Ça c'est la question que tout le monde se pose. Mais en tout cas cette semaine, regardez, on a eu des records vraiment d'entrée de capitaux. Vraiment, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et je pense même que c'est une des meilleures semaines en termes de montant injecté sur les ETF Bitcoin Spot depuis le début du lancement des ETF. Donc c'est vraiment une très bonne chose, hein. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que du 21 avril au 25 avril, déjà, on n'a que des entrées vraiment sur les ETF Bitcoin Spot et en plus à des montants records, notamment le 22 et 23 avril, on a eu vraiment quasiment 2 milliards de dollars injectés en plus sur les ETF Bitcoin Spot. Ça ne s'est pas arrivé depuis très très longtemps. Et donc, au total, maintenant, nous sommes à 38,4 milliards de dollars injectés au total sur ETF Bitcoin Spot. Et je rappelle que le pic, l'ATH, on a eu en termes de volume injecté sur ces ETF Bitcoin, ça a été 40 et quelques milliards. Donc, on est à peine à 2 milliards, même moins 1,6 milliard, ouais, 2,6 milliards de dollars injectés, on va dire, sur les ETF Bitcoin Spot, si on est large. Donc, vraiment, quand on voit la correction qu'on a eue, la panique qu'on a eue ces derniers mois, on peut se dire au final qu'effectivement, les fondamentaux, c'est-à-dire les vrais capitaux qui, eux, font l'appui et le beau temps sur les ETF Bitcoin Spot et même en général, en fait, ils ne sont pas sortis. On a à peine. Maintenant, on a une différence de 1 chouïa par rapport à l'ancien ATH de volume de capitaux injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les institutionnels, eh bien, n'ont pas vendu, en fait, leur Bitcoin, quelque part, à travers les ETF. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, c'est très intéressant pour la suite des choses. Ça veut dire que voilà, tout le monde y croit, en fait. Les institutionnels y croient encore au Bitcoin. Et au contraire, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas qu'ils y croient, c'est qu'ils se jettent dessus littéralement. On va en parler avec les articles. Et pareil, donc ETF, Ethereum cette fois, et bien là aussi, c'est un peu mieux. Alors, c'est sûr que c'est pas non plus comme le Bitcoin, hein. On a même eu des jours, par exemple le 23 avril, pendant qu'on avait le Bitcoin qui lui engendrait quasiment 1 milliard de dollars d'entrée, et bien les ETF Ethereum engendraient une sortie de 23,9 millions. Mais on voit que la tendance cette semaine aussi globale pour les ETF Ethereum est à la hausse, et donc on a un total de 2,4 milliards de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot au total. Donc c'est une augmentation. Et là aussi, on va voir ce que ça donne pour la suite. Bon, allez, je passe aux articles cette fois, notamment de cryptost.fr. Donc, Bitcoin, les institutionnels et les whales achètent, les particuliers revendent. Voilà, là, on a résumé en fait la situation globale totale depuis les 3 derniers mois. On voyait alors que le Bitcoin repasse la barre des 90 000 dollars, les fonds souverains, les entreprises cotées et les États renforcent leur position stratégique, voyant en Bitcoin une réserve de valeur face à l'inflation. Voilà, tout est dit quoi. Même pas besoin d'épiloguer là-dessus. Tout est dit.
Bon, on se continue, hop, article de cointribune.com, Bitcoin gagne en légitimité dans la trésorerie des grandes entreprises. Donc là, on est vraiment en train d'être dans une passe où les particuliers, on devient le dindon de la farce. C'est-à-dire que, ok, on s'est fait lessiver, malheureusement pour les personnes débutantes qui sont entrées dans la crypto-monnaie et qui ont été dégoûtées, ou pour X raisons qu'on revendu, pour X raisons qu'on paniqué, eh bien, ça va être les dindons de la farce dans le sens où, ben, en revendant les bitcoins, ça a été vendu pas cher à des entreprises, à des institutionnels, à des États, qui eux, ben, amassent en masse parce qu'ils prévoient simplement que le bitcoin, désormais, c'est la valeur refuge, comme l'or, mais avec une praticité qui est quand même bien plus importante. Et donc là, c'est carrément une récente analyse de Bloomberg Intelligence, vous voyez, qui explique que plusieurs grandes entreprises américaines cotées en bourse pourraient bientôt adopter le Bitcoin comme composante de leur réserve de trésorerie face aux incertitudes économiques croissantes. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà un engouement actuel, on l'a vu à travers les ETF Bitcoin Spot, mais en plus, c'est pas fini. C'est-à-dire que là, on est qu'au début. C'est là où il faut comprendre, c'est qu'on est vraiment qu'au début de l'adoption de masse, en fait, du Bitcoin. C'est pour ça que personnellement, je ne peux pas vous dire mieux. Je suis à fond, quoi. Je suis bullish. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux parce qu'on a vu qu'un chouïa, et quand on voit que la réserve stratégique du Bitcoin adoptée par les Américains aux États-Unis, elle a fait un P dans l'eau, quoi. Il n'y a eu aucun effet. Et je pense que quand on va vraiment avoir les effets, les résultats et la compréhension globale que les gens ont réalisé qu'effectivement ce que c'est, ça va péter. Clairement, parce que les entreprises, elles, eh ben, elles suivent un peu le leader, quoi. Le leader, c'est le gouvernement américain. Bon, allez, je continue. Pour vous dire, voilà, en continuant les bonnes nouvelles, donc là, bitcoin.com news. Donc Jack Mallers, je rappelle, c'est le PDG de Strike, à la tête d'une nouvelle entreprise de trésorerie Bitcoin financée par Tether et SoftBank. Donc SoftBank, je rappelle, c'est une entreprise japonaise. Donc tout ça, ça brasse des milliards de dollars. Là, on parle vraiment sur des montants colossaux. Et Tether, j'en parle même pas. Tether, voilà, eux tout seuls, c'est devenu les gros mastodontes de l'industrie crypto quelque part avec leur stablecoin USDT. Donc la société sera lancée avec plus de 42 000 bitcoins à son bilan, valant près de 4 milliards de dollars au prix actuel et cherchera à maximiser la propriété de bitcoin par action. Donc là, ça rappelle énormément en fait ce que fait Stratégie, hein, donc l'entreprise de Michael Saylor actuellement, en voulant accumuler un maximum de bitcoin pour derrière créer quelque part la banque, première banque bitcoin. C'est en tout cas ce que dit le fondateur de Stratégie, Michael Saylor. Et là, on voit que ça y est, Jack Ma a l'air de faire exactement la même chose, mais lui, en plus, il est en partenariat avec SoftBank, donc l'entreprise japonaise, et Tether, donc le gros poids lourd, donc des stablecoins d'industrie crypto, quoi. Donc, on y est. C'est-à-dire que là, on est en train d'assister vraiment en temps réel au remplacement des banques traditionnelles par des banques crypto, et des banques surtout Bitcoin. Voilà. Donc, c'est plus bullish que ça. Enfin, on peut pas, quoi. C'est clair. C'est-à-dire que vous avez ce genre de personnes qui ont des entreprises déjà et qui sont prêts à risquer, imaginez-vous, ils sont prêts à risquer absolument tout ce qu'ils ont pour tout mettre tout leur financement, leur argent, leur énergie dans le Bitcoin au final, et en accumuler un maximum. Bon, que nous, on est en train de se poser la question, est-ce qu'on vend, est-ce qu'on rachète, est-ce que c'est la fin du bull run, machin, eux, ils se posent même pas cette question, hein. Eux, ils sont à fond, à un point où ils savent pas comment en fait, engendrer un maximum d'argent pour pouvoir le mettre dans le Bitcoin. C'est ça leur question. C'est comment se faire du pognon pour pouvoir acheter du Bitcoin. Voilà, c'est pas le même monde, hein, c'est clair. Bon, allez, cette fois, je passe à un autre article, le journal du coin. Bitcoin, les fonds souverains accumulent du Bitcoin pour faire face à la crise. Donc là, on a effectivement le rapport, quelque part, qui nous indique que tous les fonds souverains dans le monde sont en train de se poser la question, est-ce qu'on va acheter du Bitcoin? Mais c'est même plus est-ce qu'on va acheter du Bitcoin, en fait. C'est qu'ils achètent du Bitcoin pour avoir désormais une protection, et ça rappelle exactement en fait le même rôle que l'or. C'est-à-dire que le Bitcoin, désormais, est officiellement, et par son utilité également, bien au même rang que l'or. Voilà, donc forcément destiné à monter à la hausse. Bon, allez, je continue cette fois, je passe au tout ce qui est Twitter, et pour vous dire à tel point on est dans un cadre où on a un FOMO, là on parle vraiment d'un FOMO institutionnel, gouvernemental, sur l'achat de Bitcoin, c'est qu'on a même des fonds comme ARK Invest, donc des gestionnaires un peu d'actifs stratégiques en termes de fonds de management, on va dire, pour leurs clients, qui eux ont revu toutes leurs prévisions à la hausse avec un Bitcoin qui voit à 2,4 millions de dollars
sur un scénario bulle, c'est-à-dire très positif, à 2,4 millions de dollars d'ici 2030. Et dans le pire des cas, ils voient en fait un prix du Bitcoin à 500 000 dollars en 2030, dans un cas où c'est l'hiver crypto, où il se passe rien au final. Donc dans le pire des cas, eux, ils prévoient un Bitcoin qui fait un x5 d'ici 2030, clairement dans le pire des cas. Pour vous dire un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel on est, alors que les 500 000 dollars, c'était vraiment le bulle, c'était le scénario très positif de Rare Invest à la base pour 2030. Bon, un 500 000, 1 million de dollars. Ces 500 000, 1 million de dollars. Là, ils sont à 2,4 millions. Donc on voit bien que là, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose, tout le monde est à fond. Bon, allez, je continue. Cette fois, je passe à Michael Saylor, là, qui nous a fait un petit tweet sympa. Donc ça y est, désormais, les banques ont la possibilité en fait de commencer à supporter le Bitcoin. Là, on parle des banques traditionnelles. Et pourquoi il dit ça? Notamment parce que la réserve fédérale, hein, clairement, vous voyez, ça c'est le tweet de la réserve fédérale américaine officielle, eh bien, a déclaré que désormais, en fait, il retirait toutes les contraintes quelque part gouvernementales aux banques pour tout ce qui est les crypto-monnaies en fait, et tout ce qui est les activités en lien avec les tokens liés au dollar. Voilà. Donc en fait, quelque part, on a un boulevard réglementaire désormais pour les banques américaines. Et donc c'est pour ça que Michael Saylor, donc le fondateur de Stratégie, a rebondi là-dessus en disant effectivement désormais les banques eh bien, ont la possibilité de supporter du Bitcoin dans leur trésorerie facilement et même pour leurs clients. Donc là, on ne se rend pas compte à quel point on n'est pas assez bullish. Ça va être un raz de marée très rapide pour le Bitcoin. Et aussi, là où c'est très intéressant, donc là j'ai un tweet de Plan B. Alors je vous l'avais déjà passé il y a quelques mois, je pense. Mais je pense que là, c'est très intéressant parce que le contexte a changé depuis quelques mois quand même. Et surtout, ce qui est très intéressant avec ce graphique, cette courbe, alors je rappelle déjà, on aller plus loin, pour ceux qui ne connaissent pas, Plan B, c'est un analyste donc anonyme, hein, inconnu au bataillon, dans le sens où personne ne connaît son vrai visage, ne sait qui c'est réellement. Un peu comme Satoshi Nakamoto, mais il s'est rendu célèbre grâce à son propre modèle, ce qu'on appelle le stock to flow, où il fait le lien entre le prix du Bitcoin et sa rareté au fur et à mesure du temps, en prenant en compte également les cycles, les halvings, etc. Et donc là, vous voyez, il a aussi fait un modèle du Bitcoin stock to flow, comme vous voyez ici, mais en mode S2FX, c'est-à-dire en prenant en compte également tous les actifs tangibles, intangibles, de classe internationale ou non, directement, qui existent aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et vous avez donc l'immobilier, vous avez l'argent, vous avez l'or, et vous avez aussi des gold clusters, c'est-à-dire, je pense, il fait une moyenne mathématique des prix de l'or sur le temps, quoi. Voilà. Et donc, cette courbe est basée donc sur la rareté et également sur le market cap, c'est-à-dire la capitalisation boursière de chaque actif au fur et à mesure du temps, quoi. Et regardez là, on a donc depuis en fait le début, donc c'est-à-dire là il se base sur les halvings, c'est pour ça qu'on a des petites pastilles, ça c'est le Bitcoin, hein, qui au fur et à mesure du temps en fait augmente en termes de market cap, comme vous voyez, c'est-à-dire que le Bitcoin a commencé effectivement avec un market cap très faible, hein, je vous rappelle, on était en dessous d'1 million de dollars, donc en 2009-2010. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des cycles du halving, c'est-à-dire que les petites pastilles avec les couleurs, c'est par exemple la couleur donc bleu, si je dis pas de bêtises, c'est très, très froid entre guillemets, c'est-à-dire que c'est juste après le halving. Et quand vous êtes dans le rouge, ou alors c'est l'inverse, pardon. Ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire quand vous êtes dans le rouge, c'est-à-dire que vous êtes très loin du halving. Bref. Bon. Donc il a un peu mis son échelle de temps comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, donc on voit l'évolution en fait du Bitcoin qui en fait est très proche de cette ligne, donc cette courbe linéaire hein, au final, qui elle est carrément, vous voyez, basée sur en fait la capitalisation boursière de l'argent, de l'or que vous voyez ici, et également de l'immobilier. Bon. Donc il y a vraiment une corrélation sympa entre ces actifs et surtout on voit que le Bitcoin a tendance au fur et à mesure du temps à rattraper en fait la valeur en termes de market cap des autres actifs. On voit bien que là en 2025 on a dépassé le Bitcoin, on a dépassé la capitalisation boursière de l'argent. Voilà, donc ça a été vraiment la première étape pour faire quelque part, pour remplacer l'argent, hein, entre guillemets,
dans la valeur intrinsèque du Bitcoin. Et là, on a vraiment compris que le Bitcoin, c'était bien plus qu'une valeur, une monnaie numérique, enfin, etc. Ça devient une valeur refuge. Et on voit bien que là, maintenant, une nouvelle bataille qui se profile à l'horizon, c'est en fait la valeur du Bitcoin par rapport à l'or, que vous pouvez voir ici. Et effectivement, l'or aujourd'hui est estimé à peu près 20 trillions de dollars, c'est-à-dire 20 000 milliards de dollars en termes de market cap, alors que le Bitcoin est encore actuellement à 1,5 trillion de dollars, c'est-à-dire 1500 milliards. Donc on a vraiment un ordre de grandeur, c'est-à-dire que là, pour rattraper l'or en termes de market cap, le Bitcoin, il faudrait qu'il fasse au minimum 1 fois 10. Bon. Et ça, je pense personnellement que ça va arriver. Donc, tôt ou tard, le Bitcoin est destiné au moins à rattraper l'or en termes de market cap, parce qu'il a la même valeur marketing désormais et utilitaire que l'or. C'est une valeur refuge de classe internationale. Donc, au minimum, c'est pas déconnant quand on a des analystes qui nous disent un Bitcoin à 1 million de dollars, bah, c'est pas déconnant, parce que s'il fait un fois 10 en termes de market cap, le Bitcoin, aujourd'hui il a 90 000 dollars, 95 000 dollars, demain il fait un fois 10, ça fait 950 000 dollars. Pas compliqué, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la valeur du marché boursier, enfin du marché, pardon, pas boursier, le marché de l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est 100 000 milliards de dollars de market cap. Alors là, il faut y aller quand même enfin, pour attraper l'immobilier. Mais je pense qu'à terme, le Bitcoin a la possibilité et est destiné peut-être à aller jusque-là. Donc là, on parle quand même d'un fois 100. Alors, il faut y aller, hein. Faut y aller. Mais ça ramènerait un Bitcoin à 10 millions de dollars. Dans 10, 15, 20 ans, c'est pas déconnant. Si on suit la même courbe de valeur pour le Bitcoin par rapport à tout le reste, c'est possible. Voilà. En tout cas, voilà, ce que je vous dis là, c'est un peu ce que dit le modèle du stock to flow de plan B. Et pourquoi il est aussi connu plan B là-dessus? Parce que vous voyez, il a du monde, hein. Il y a du monde qui se bouscule au portillon là, pour le follower. Il a 2,1 millions de followers. Alors pourquoi il est aussi connu? C'est simplement parce que ses prévisions, quelque part, avec son modèle de stock to flow, même si c'est pas exact à 100%, eh ben, quelque part, c'est cohérent. Parce que on voit qu'au fur et à mesure du temps, depuis 2009, son modèle de stock to flow a été quand même pas mal proche de la réalité, quoi. Alors après, c'était pas exact à 100%, dans le sens que des fois, il disait, bon, bah là, on va aller à tel niveau, en fait, ça n'a jamais atteint ce prix-là. Notamment, je pense au précédent cycle de 2020-2021, il disait que ça allait atteindre les 100 000 dollars. Finalement, ça ne les a pas atteints, mais par contre, on les a atteints au cycle d'après. Vous voyez, donc c'est vraiment l'échelle de temps qui pêche, mais par contre, en termes de valeur, ça a toujours été vérifié effectivement son modèle de stock to flow. Et aujourd'hui, comme on est vraiment dans un cadre où le Bitcoin a été adoubé par les États-Unis comme réserve stratégique de valeur, qu'on a les entreprises qui se jettent dessus, les institutionnels, ça peut comment faire pour acheter du Bitcoin, enfin, vraiment, on le voit à travers les autres articles que je vous ai passés, ben, je pense que c'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin rattrape déjà l'or, pulvérise l'or, parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, quand on voit le lancement des ETF Bitcoin Spot, ils ont fait un meilleur lancement en un an que n'a fait la valeur des ETF sur l'or en 20 ans. Ah, voilà, donc on voit que on est vraiment sur quelque chose de nucléaire là. Donc, personnellement, je vous dis, je vois bien aussi un petit Bitcoin à 1 million de dollars d'ici 2030, ça paraît pas déconnant, surtout que c'est le prochain cycle. Voilà, donc là, ce cycle-là, je serais pas étonné que le Bitcoin. Alors, je vous dis, hein, alors je rappelle, oui, je rappelle, excusez-moi, que je suis pas un devin, hein, j'ai pas j'ai pas la météo directement intégrée dans le cerveau. Je peux me tromper, j'ai pas la science infuse, hein, je rappelle, très important. Je vous balance mes analyses, mon avis à travers les informations que je vous passe aussi, mais je peux me tromper, quoi. Voilà, évidemment, je suis humain, quoi. Je suis humain. Bon. Donc, pour ça que, enfin, personnellement, je pense à travers tous ces éléments-là que le Bitcoin est destiné, en tout cas, à surpasser la valeur market cap boursière de l'or. Et pourtant, je suis le premier je travaille dans l'or. Donc, normalement, je devrais vous dire, je devrais défendre l'or à fond, bec et ongle, mais je travaille dans l'or. Donc, je vais vous dire, je suis plutôt objectif là-dessus, quoi. Bon. Allez, je continue. Donc, toujours sur le Bitcoin, hein, toujours sur le Bitcoin. Et voilà pourquoi là, on est en train d'assister à quelque chose quand même d'assez phénoménal sur ces derniers mois. Donc, c'est un article, un tweet de Bitcoin News qui fait référence en fait au nombre de Bitcoin qui sont détenus sur les plateformes exchange. Donc, je rappelle, pour donner un peu le contexte, personne
connaissent pas ce que c'est la relation entre les bitcoins et les plateformes exchange. Donc, une plateforme exchange, c'est peu pour vendre, acheter du bitcoin. Donc, les plateformes exchange, leur rôle, c'est justement déjà, première chose, c'est d'attribuer de la liquidité en termes de bitcoin pour justement que les gens puissent acheter et vendre du bitcoin sur leur plateforme. C'est la base. Donc, ensuite, là, on voit qu'il y a toujours une corrélation entre les prix du bitcoin et le nombre de bitcoins disponibles en termes de liquidité sur les plateformes exchange. Parce que, par exemple, quand on a eu des pics à 2021, en 2021, on a eu des prix du bitcoin très hauts, et ben ça a été le top départ pour que les baleines ou autres, en fait, déposent des bitcoins sur les plateformes exchange parce qu'elles prévoyaient de les vendre. Donc, quand on a eu une liquidité de Bitcoin énorme sur les plateformes exchange, eh bien, ça a été le signal, quelque part, qui disait que les baleines commençaient à vendre. Inversement, quand on a eu une pénurie de Bitcoin, quelque part, sur les plateformes exchange, c'était le signal comme quoi les baleines et tous les investisseurs mondiaux retiraient leurs bitcoins des plateformes exchange pour les stocker en sécurité sur des cold wallets parce qu'ils avaient l'intention quelque part de les garder sur le long terme. Donc là, c'est pour ça que c'est un indicateur. Le nombre de bitcoins disponibles sur les plateformes exchange est un indicateur intéressant. Et regardez ce qu'il nous dit actuellement, cet indicateur de performance. Eh bien, il nous dit que là, depuis en fait 2024, donc depuis même depuis milieu d'année 2024, le nombre de bitcoins disponibles sur les plateformes exchange n'arrête pas de chuter. Ouais, vous voyez, la courbe, elle est parlante quand même. Au fur et à mesure, pourtant, que le prix du bitcoin augmente. C'est-à-dire que normalement, on doit avoir l'inverse. Le prix du bitcoin atteint quasiment les 100 000 dollars. Bah, on devrait du coup logiquement avoir des gens, à 100 000 dollars, on s'est dit, allez, il faut vendre, c'est la fin, machin. Eh ben non, c'est l'inverse. Donc quand je vous dis que les institutionnels, les gouvernements là, sont en train de se jeter en masse sur le Bitcoin, c'est qu'ils sont en train de tout rafler, quoi. Ils sont en train de rafler la mise. Donc on va à un moment ou à un autre, si ça continue comme ça, et je pense que ça va continuer parce qu'on voit bien que le FOMO institutionnel, il ne fait que commencer. Donc eh ben, il va y avoir un choc, simplement supply. Il va y avoir un choc entre l'offre et la demande. Il n'y aura plus assez de Bitcoin pour tout le monde, tout simplement. Donc après, attention, parce que j'ai vu aussi des personnes qui disaient, bah là, on n'est pas loin du zéro. Mais non, 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 non. C'est-à-dire que là, le graphique, il faut dézoomer, hein. Le graphique, là, il est vraiment précis. Il est entre 2018 et 2025. Donc là, il y a des gens qui se disent, ouais, bah, la courbe, elle est proche de zéro. Bientôt, on n'aura plus de Bitcoin. Non, non, mais pas du tout. Là, vous voyez qu'on est sur une échelle entre 2 millions et 3 millions de Bitcoin. C'est-à-dire que voilà, là, on a encore à il me semble, 2,2 millions de Bitcoin disponibles sur les plateformes exchange. Donc, on a encore la marge avant qu'on atteigne zéro Bitcoin sur les plateformes exchange. On est encore très loin de cet aspect-là. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est de voir que par exemple, entre le pic qu'on a eu en 2022, qu'on voit ici sur la courbe orange, là, 2022, on était quasiment à 2,5 voire 3 millions, si je ne vois pas bien la courbe, mais 3 millions de Bitcoin sur les plateformes exchange. On est tombé entre-temps à 2,4 millions, quoi. Voilà. Donc on voit que la disponibilité des bitcoins sur les plateformes exchange est vraiment en train de chuter. Et ce qui est intéressant, c'est que le dernier niveau où on a eu ça dans le temps, c'était en 2019. C'est-à-dire que le précédent cycle, c'est rien comparé à ce qu'on est en train de vivre actuellement en termes de bitcoins qui sont raflés par les investisseurs, quoi, tout simplement. Et ça continue. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de calmer le jeu, là. Non, on est en train de le continuer à le retirer, là. Bon. Bref, voilà. Donc pour vous dire, moi, mon petit résumé là, enfin, petite conclusion sur le Bitcoin, c'est que bah, on n'est pas assez bullish. On n'est pas assez bullish. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Donc je pense qu'il va y avoir une explosion des prix, toujours un nouvel ATH dans les prochaines semaines, prochains mois. En plus, je fais le lien avec le Global Liquidity Index. Alors je ne vais pas revenir là-dessus en détail parce que je vous ai tout expliqué dans la précédente vidéo. Donc je vous invite à voir la précédente vidéo si vous voulez avoir des détails sur le Global Liquidity Index et la Money Supply disponible au niveau mondial qui continue d'augmenter. Avec le lien que ça fait avec les prix du Bitcoin, il y a toujours une corrélation. Donc logiquement, on a vraiment tous les indicateurs macroéconomiques qui sont en train de nous dire, effectivement, on a un actif là qui est tellement demandé que ça va péter, quoi. Il n'y a pas assez d'offres, en fait, quelque part, sur le marché pour combler la demande. En tout cas, à un moment, il n'y en aura plus. Donc,
Et c'est logique, hein, il y a 21 millions de bitcoins, il y a 8 milliards de personnes sur Terre. Ah, faire les calculs, hein. Bon, voilà, donc ce sera tout pour le Bitcoin aujourd'hui les amis, vous avez compris, hein, moi personnellement je reste très confiant sur la suite des choses. Et je passe maintenant à VeChain, hein, vous savez, donc là, très bonne nouvelle, on a sur la, vous savez, le projet Renaissance, hein, de VeChain, on a la phase Hayabusa donc, qui est en train d'arriver, notamment avec le petit article de VeChain comme nous le passe ici. Et donc ils ont fait tous les calculs, vous savez, au niveau du staking et des récompenses sur le VTHO, dans le cadre où vous, si vous choisissez par exemple certains critères ou non. Et donc tout est ici, vous voyez, je suis allé directement sur leur simulateur parce qu'ils ont mis en place un simulateur justement pour qu'on puisse voir un petit peu comment et combien on gagnerait dans le cadre d'un node si on en prend un. Et donc vous voyez, il y a tout ça. Donc ça va du cadre de validateur jusqu'au cadre de down. Et donc, suivant votre niveau, donc le niveau le plus faible, c'est le niveau down. Et là, c'est 10 000 VeChain, donc nécessaire pour le staking. Et après, vous avez le total de VeChain qui peuvent être stakés donc par tout le monde. Et donc, si on prend par exemple un niveau actuel de 12, quelques milliards de VeChain stakés, c'est ce qui est actuellement déjà staké, hein. Vous voyez, alors il y a 10,58, pardon. C'est pas 12, c'est 10,58 actuellement. Bon, j'essaie d'aller vers là à peu près. Voilà. Eh bien, ça représente, vous voyez, un niveau de 2505 VTHO par bloc, en fait, de récompense attribuée aux délégateurs quelque part et validateurs. Bon, et donc le niveau down le plus faible, donc si vous stakez 10 000 VeChain, eh bien, qu'est-ce que ça va vous rapporter? Eh bien, on a le simulateur. On a donc une base de niveau de récompense de 169 VTHO par mois. Donc vous voyez que là, ça va calmer tout le monde. Ça va calmer tout le monde parce que là, actuellement, avec 10 000 VeChain, bon, par mois, on gagnait plus quand même, je crois, hein, de tête. Donc par an, ce serait 2029 VTHO. Bon, donc là, il va falloir vraiment, en fait, mettre des moyens pour gagner en retour du VTHO, alors qu'avant, il suffit d'avoir du VeChain dans son portefeuille pour gagner du VTHO tranquillement. Et donc après, si vous montez par exemple le prochain niveau, c'est le Lightning. Donc Lightning, c'est quoi? C'est 50 000 VeChain, vous voyez, à staker. Et là, c'est un peu mieux. Alors, je vais faire, hop, estimer les récompenses. Vous pouvez y aller directement par vous-même, vous tester. Et donc là, alors là, je crois qu'il y a un bug. Ah non, voilà, c'est mon PC qui bug, pas pareil. Donc là, si j'ai staké 50 000 VeChain, vous voyez, eh bien, ça rapporterait 852 VTHO par mois. 10 000 par an du coup, mais là, vous gagnez en plus des récompenses de nodes, vous voyez, directement avec 128 VTHO et 1500 VTHO donc par an. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant à voir. Donc après, vous avez le total des comparaisons. Et bien sûr, plus vous stakez de VTHO et plus la récompense est grande proportionnellement à ce que vous avez staké. Donc on voit bien que le niveau down, c'est vraiment bon, le minimum syndical. Le Lightning, c'est mieux, mais bon, voilà, c'est pas non plus la folie, hein. C'est vrai, on a 0,32% de plus de revenus annuels de ROI, on va dire. Allez, grosso modo par an. Et plus vous montez, en fait, le mieux, c'est le Mjolnir. Mais alors là, le Mjolnir, faut y aller, parce que vous voyez, Mjolnir ici, ben, il faut 15 millions de VeChain. Ah, voilà, donc 15 millions de VeChain. Quand même, faut y aller, hein. Ça représente une bagatelle en euros, hein, quand même. Voilà, donc vous avez l'ordre de grandeur. C'est intéressant parce que surtout, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'on a désormais une porte, hein, d'entrée quelque part pour accéder justement au staking. Et donc, ça va calmer beaucoup de gens, hein, c'est clair. Et forcément, ça va provoquer donc du coup un choc sur le prix logiquement du VTHO. Voilà. Et surtout sur l'aspect de staking de VeChain, parce que vous voyez actuellement on a 10,58 milliards de VeChain stakés, c'est très peu. Là, ça va peut-être pousser un maximum de gens justement à staker leur VeChain. Donc là, si on arrive à staker un maximum de VeChain, bah, ce serait sympa. Justement, ça ferait péter en fait la supply, quoi. En termes de VeChain, ça retirait énormément de VeChain de la circulation, entre guillemets, il serait stacké. Et donc, ça pourrait influer directement sur les prix également. Donc, je pense que ce qui s'annonce va être intéressant à suivre. Comment ça va impacter les prix exactement, personne n'est capable de le dire.
Voilà, tant qu'on n'a pas les choses mises en place, tant qu'on n'a pas les résultats. Mais ça peut être que du bon par rapport à ce qui se passe actuellement, parce que effectivement, je vais vous montrer les chiffres après, les statistiques, eh bien, c'est vrai que le nombre de holders de VeChain ne bouge pas. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas attractif pour les investisseurs. Donc, il fallait faire quelque chose dans tous les cas. Ensuite, pour VeChain, vous voyez là, très intéressant, on voit qu'effectivement, on a le topo en fait du développement, donc au niveau mensuel, hein. Et donc là, on a une activité de développement de plus 748% pour VeChain. Donc on voit qu'il se passe des choses sur ce projet, qu'il y a énormément de mouvements et que c'est très positif pour la suite des choses. Ensuite, bah, cette explosion du développement, elle s'explique aussi par de nouvelles adresses, hein, constamment. Alors là, ça baisse un peu pour comparer à il y a quelques mois, on était à plus 40 000 portefeuilles, nouveaux portefeuilles par jour. Par jour, là, on est allé, on est repassé en dessous des 10 000. Hein. Donc on voit qu'il y a une petite baisse dans l'attractivité du projet, mais ça reste quand même tout à fait honorable, hein, avec un total d'adresses connues de 7 585 000 nouvelles adresses. Et là où c'est par contre effectivement qui prouve qu'il faut vraiment agir, c'est le nombre de détenteurs donc par token. Et on voit que VeChain, vous voyez, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que la semaine dernière, je crois, on était à 1 178 000. Donc on a gagné à peine 1000 holders en une semaine. Alors c'est quand même normalement, VeChain, c'était le token phare, hein, de l'écosystème. Et donc on a plus de d'holders attirés, hein, sur le VTHO et désormais le B3TR, comme vous pouvez voir ici avec 1 147 000 holders. Mais voilà, c'est pas logique. Alors on devrait vraiment avoir le VeChain en lumière. Et je pense que c'est pour ça que c'est très intéressant là, et urgent, hein, pour l'écosystème de VeChain d'agir sur le projet Renaissance. Bon. Donc, bah, on verra ce que ça donne pour la suite des choses, mais pour l'instant, je trouve que les voyances sont plutôt dans le vert, clairement. Allez, je continue, cette fois je passe à RWA et donc à Hondo Finance et XRP, hein, je combine les deux désormais, parce que à mon sens, c'est vraiment la tokenisation d'actifs d'un côté comme de l'autre qui importe. Et donc Hondo Finance, là actuellement, ils sont surtout sur les bons du trésor américains, la tokenisation de ces bons du trésor, et le XRP, ils sont vraiment quelque part sur la tokenisation simplement des paiements transfrontaliers mondiaux. Bon, donc The Hondo Finance, vous voyez, donc là c'est un tweet, une communication de Hondo Finance, le compte officiel, qui justement indique que leur équipe eh bien, a rencontré la task force, vous savez, mise en place par Donald Trump, de la SEC, c'est-à-dire la Securities Exchange Commission, qui était à la base dirigée par Gary Gensler, qui s'est fait virer, hein, je rappelle. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il parle de collaboration avec les régulateurs dans le but de mettre en place un réseau pour les actifs digitaux. Donc là, on y est. On parle vraiment de la tokenisation des actifs, déjà des bons du trésor, c'est activé. Mais bientôt, il y aura le Hondo Global Market qui sortira en mainnet, hein, quelque part. Et là, ça va chier du lourd. Excusez-moi l'expression, mais parce qu'on voit qu'ils sont déjà en lien avec tout simplement les autorités fédérales pour la mise en place d'un cadre de régulation clair pour ce qu'ils vont sortir derrière. Donc on voit que les choses sont faites vraiment proprement et c'est plutôt positif pour la suite des choses dans ce cadre. Ensuite, je passe à XRP directement et à Ripple. Et là, vous allez voir, il y a pas mal d'informations très sympas. Notamment, là, un tweet de Cointelegraph France. Donc, enfin, pas France, Cointelegraph tout court. Ça y est, au Brésil, on a désormais le XRPH 11 qui est sorti. Donc, c'est le premier ETF spot XRP qui existe au monde et il est sorti au Brésil. Donc là, on rigole parce que c'est même pas aux États-Unis qu'il est sorti, c'est au Brésil. Mais voilà, donc c'est-à-dire que cet ETF, tout simplement, il traque le Nasdaq XRP Reference Price Index avec 95% de ses actifs alloués au XRP. Donc ça y est, ça commence. Et là, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment l'international. Et je pense que là, on peut remercier Gary Gensler et justement la SEC d'avoir freiné l'adoption du XRP par les institutionnels aux États-Unis et également dans les cadres réglementaires au niveau de la SEC, parce que c'est désormais l'international qui est plus en avance sur tous les moyens de trading quelque part sur le XRP que les États-Unis. Donc là, vraiment bravo à Gary Gensler. Je continue, là cette fois c'est un tweet de Brad Garlinghouse, donc le PDG de Ripple, derrière le XRP, et là il fait référence à CME Group, simplement, hein. Vous voyez, c'est simplement le leader mondial dans tout ce qui est
les dérivés au niveau des marchés. Donc le trading, les contrats futurs, etc. Et donc, qu'indique CME Group? Ils indiquent qu'à partir du 19 mai, eh bien, vous aurez la possibilité, pour les institutionnels, hein, eh bien, de faire des contrats futurs quelque part, de faire du trading sur le XRP, donc avec des micro-contrats. Alors après, je ne connais pas vraiment les termes, je ne suis pas dans le trading, mais avec des plus gros, des plus petits contrats pour justement exposer quelque part votre exposition au XRP avec précision et flexibilité. Donc, c'est le trading quelque part sur le XRP qui est activé directement par le CME Group. Bon, donc on voit bien qu'il se passe des choses quand même au niveau institutionnel et que toutes les options de dérivés quelque part de trading sur le XRP sont en train d'être activées. Bon, allez, je continue, cette fois avec journalducoin.com. Les fonds XRP ont plus de succès que ceux basés sur Bitcoin et Ethereum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Le XRP attire les investisseurs alors que le marché crypto reste globalement morose. Le XRP continue d'attirer l'attention des investisseurs. Selon un rapport récent de CoinShares, les produits d'investissement basés sur le XRP ont enregistré des entrées nettes de 37,7 millions de dollars la semaine dernière. Contrairement au Bitcoin et à Ethereum surtout, qui sur la même période ont fait moins de capitaux injectés sur cette partie-là du trading. Alors là, je ne parle pas des ETF, je parle vraiment des fonds Bitcoin, Ethereum plutôt généraux. Bref, donc on voit que c'est intéressant quand même ce qui se passe avec le XRP. Pareil, alors là, c'est un article de Be In Crypto, donc il y a le bon et il y a le moins bon, hein. Là, je vous dis le moins bon, des hackers ciblent le XRP Ledger dans une attaque critique. Alors là, le problème, c'est que c'est pas qu'ils attaquaient. Le problème, c'est qu'apparemment, il y avait des failles dans le XRP Ledger, hein, c'est-à-dire dans la blockchain de Ripple, de XRP, quoi. Et donc, le package officiel XRP-L.js Ripple a été compromis, vous voyez, par des hackers, exposant les portefeuilles DeFi à un risque potentiel de vol de clés privées. Donc là, attention, on voit que il n'y a vraiment rien qui est infaillible dans la crypto-monnaie, à part notamment le Bitcoin, hein. Le Bitcoin n'a jamais subi de hack ni de panne depuis son existence. Mais par contre, voilà, le XRPL, ça fait quand même une fois, ils ont été en panne pendant, je crois, 2-3 heures. Je l'avais fait, j'avais déclaré dans la vidéo. Et là, ils ont été hackés. Alors, c'est pas un hack. On n'a pas entendu forcément parler parce qu'il n'y a pas eu de conséquences, derrière, il n'y a pas eu de vol majeur comme notamment il s'est passé pour Bybit et tout. Mais on aurait pu avoir des grosses conséquences quand même. Donc si, en plus, avec le XRP Ledger, ils ont pour ambition de révolutionner quelque part le marché mondial avec les paiements transfrontaliers et tout, il faut d'abord que ce soit au point quand même au niveau technique. Et ça, je trouve que ça fait quand même 2 fois qu'on voit des vulnérabilités. Alors, ça a été réglé derrière apparemment, hein. C'est-à-dire aucun vol significatif n'a été signalé. Mais voilà, les inquiétudes persistent parce que bon, après on dit jamais 203, donc est-ce que la troisième fois ce sera pas une catastrophe? Enfin voilà. Donc on se pose des questions quand même. Pour moi personnellement, je me dis attention à cet aspect-là parce que le jour où vous avez des banques qui commencent à utiliser le XRP Ledger et qu'il y a une faille et qu'en fait on a des milliards qui s'envolent avec les banques et tout, là la confiance, elle sera pas rétablie quoi sur le XRP Ledger. Là c'est vraiment un problème qui peut aller très loin au niveau marketing, au niveau de confiance de la part des institutionnels pour le Ripple et le XRP. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment à souligner, attention. Donc après, pour l'instant, tout va bien, hein. Là, vous voyez, j'ai un article de Cointelegraph France, Coinbase lance des contrats à terme XRP pour les traders américains, donc ça continue vraiment dans tous les sens. Voilà pour le XRP, les amis, c'est vraiment rien à dire, vraiment, c'est tout est dans le vert, sauf cet aspect technique des choses où je pense qu'ils ont vraiment des progrès à faire pour blinder tout simplement leur blockchain, quoi. Tout. Allez, je continue, cette fois en termes plus général, au niveau du RWA, regardez un petit peu ce qui se passe. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'on a eu, vous voyez, au 12 janvier 2025, on a eu Trump avec le Melania, avec ses shitcoins là qui sont sortis. On a eu vraiment un pic de recherche sur les mêmes coins, c'est-à-dire en termes de recherche. Et puis après, on a eu vraiment la douce au niveau de la crypto-monnaie. On voit que le Bitcoin a chuté, les actifs digitaux ont tous chuté, et l'intérêt pour les mêmes coins notamment a totalement chuté. Alors que pour le RWA, regardez, c'est une courbe plutôt qui a tendance à monter. C'est-à-dire que quand on regarde ici, on est vraiment bien plus haut pour le RWA en 2025 qu'on l'était en 2024.
Et on voit que cette tendance continue de monter, alors que pour les mêmes coins, ça continue de chuter. Donc on est en train de vraiment assister à un tournant, même un paradigme, je pense, un changement de paradigme social, financier sur la crypto-monnaie. C'est-à-dire que les gens sont tellement fait lessiver, liquider sur les mêmes coins. Au final, il y en a en plus avec Pump Fun et tout, il y a des centaines de milliers de tokens qui sortent tous les jours, avec une utilité proche de zéro, voire zéro tout court. Et donc les gens, d'un moment, bah, pour se faire avoir une fois, deux fois, trois fois, peut-être qu'à un moment, c'est plus intelligent et rassurant de miser ses billes. C'est peut-être plus long, hein. Mais au moins, on est sûr de ne pas se faire rect au bout de 2 jours. Voilà sur le RWA. Parce que c'est le narratif actuel sur la crypto-monnaie. Et on le voit, ça se ressent également même au niveau des recherches en termes sociaux, quoi, quelque part pour ce narratif. Ensuite, je continue, et c'est pas étonnant, parce que regardez, le RWA, là j'ai un article de Coindesk.com, le marché mondial de l'immobilier tokenisé pourrait exploser à 4 trillions de dollars d'ici 2035 selon les prévisions de Deloitte. C'est-à-dire, et on parle, quand on dit marché immobilier, on parle de transfert de prêts, donc c'est pas que le marché, la tokenisation du marché immobilier, c'est tous les dérivés qu'il y a à côté. Et donc, on revient à la finance. Parce que quand on parle de prêt, bah, qui dit prêt dit banque. Ah oui, donc qui dit banque dit transfert de fonds. Ah oui, donc là, on voit les fonds également. Donc là, pourquoi pas, on sera en lien avec le XRP, notamment. Et les titres de propriété foncière, c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire tous les notaires, là, désolé pour les notaires, hein, mais c'est déjà has-been, là. C'est-à-dire que c'est exactement la valeur du Bitcoin, c'est justement d'éviter les intermédiaires comme les banques. C'est pour ça que le Bitcoin a explosé comme ça en termes de renommée et qu'il attire autant de monde. C'est non seulement sa classe de valeur refuge, mais c'est aussi parce qu'il n'y a plus besoin d'intermédiaires de confiance comme on le fait avec les banques actuellement pour protéger notre argent. Enfin, protéger entre guillemets, hein, parce qu'en ce moment, on se demande si c'est pas plutôt l'inverse. Mais en tout cas, voilà, et c'est pour ça que le Bitcoin a autant de puissance désormais. Voilà, et bien ce sera pareil avec la tokenisation des actifs de titres de propriété à terme, c'est qu'on n'aura plus besoin des notaires, puisque lié avec la blockchain, on aura juste à transférer sous forme de NFT ou de titre de propriété tokenisé dans la blockchain. Et bien ce titre de propriété, comme il y a la confiance qui est au rendez-vous, et bien on n'aura plus besoin de notaire comme intermédiaire pour assurer ce transfert de propriété. Voilà un petit peu effectivement comment on peut remodeler en fait les marchés immobiliers privés selon Deloitte, effectivement. Voilà. Donc ça sera tout voilà pour l'aspect crypto-monnaie. Maintenant, j'ai passé à l'actualité économique où là, ben, effectivement, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Donc notamment avec un premier article de Le Figaro, on paye notre absence de souveraineté, le coût colossal de la dépendance de l'Europe au numérique américain. Donc ça, c'est au 25 avril 2025. Donc effectivement, là, on est vraiment sur l'archétype de pourquoi l'Europe est en train de couler. Bah, tout simplement parce qu'on est dirigé, donc déjà, vraiment pas des clowns, hein, c'est clair, on l'a compris, mais aussi parce qu'on n'a rien fait pour justement rester souverain. C'est-à-dire on est vraiment les vassaux des Américains, et maintenant qu'on a Trump qui est sur un protectionnisme agressif, eh ben, ça se retourne contre nous. Et donc c'est pas nouveau, hein, ça date pas d'hier. Mais là on voit bien qu'on paye notre absence de souveraineté sur tous les niveaux. C'est-à-dire on n'a pas d'industrie. Ça je vous dis que l'Europe, personnellement je vois une grande dépression, mais pour localiser à l'Europe. Et une chute de l'euro par rapport au dollar qui sera vraiment extrêmement forte parce qu'on n'a aucun... le seul atout qu'on avait, c'était l'Allemagne, avec notamment l'industrie allemande, et qui est en train justement de couler. Justement parce qu'on a pris les sanctions contre la Russie, qui se sont au final retournées contre nous, puisque c'est nous qui payons l'énergie pas chère à la Russie pour nous fournir vraiment une énergie très bon marché. Et maintenant, on doit payer cette énergie-là très fort et très cher aux États-Unis sous forme de gaz liquéfié. Donc, enfin, voilà, on n'a rien fait vraiment pour nos intérêts à nous, quoi. Ou alors, on l'a fait par idéologie woke, ou désolé, hein, ou idéologie euh, déglinguée. Clairement, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ça se retourne contre les citoyens européens, quoi. Bon. Et donc là, on a un tel point que décrit l'article, hein, c'est que 80% en fait des dépenses du numérique au sein des entreprises européennes sont au profit des entreprises américaines, en fait. Voilà. Tellement on est à la rue. Donc demain, les États-Unis, ils veulent nous mettre des taxes, justement sur les taxes là, sur le numérique, imaginons, ou autre, bah, ils étranglent toutes les sociétés européennes.
Donc, les sociétés européennes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, si elles l'ont pas déjà fait, elles vont délocaliser, quoi. Voilà. Donc, super. Bravo. Bon, autre article de Le Figaro, très intéressant cette fois pour le Bitcoin, bonne nouvelle entre guillemets. Le PIB de la Californie dépasse désormais celui du Japon. Donc, que je vous disais dans la précédente vidéo, quand je vous disais que les États américains à l'échelle locale, fédérale, enfin locale, pas fédérale justement, veulent adopter du Bitcoin, c'est justement, je vous disais, il y a certains États américains qui ont plus de puissance, de richesse que des États entiers, notamment européens. Et imaginez donc le Japon, clairement, il se fait dépasser en termes de PIB par la Californie, quoi. C'est pas en croire rêver. Donc la Californie, je rappelle, ils ont atteint un PIB de 4100 milliards en fait de dollars par habitant quelque part, alors que le Japon c'est 4010 milliards. Croire rêver. Donc imaginez la puissance d'un État local avec un gouverneur qui adopte du Bitcoin, l'effet que ça va faire, la bombe atomique que ça va faire sur le reste du monde, en fait. Et ça, on parle vraiment même pas de l'échelle fédérale avec Trump et tout, hein. Je parle que de l'échelle locale. Et là, on a deux États, notamment l'Arizona, le Texas, il me semble, qui sont vraiment un chouiadou de signer justement la réserve stratégique de Bitcoin. Et en plus, c'est pas une toute petite partie des réserves qu'ils vont mettre en place sur le Bitcoin, ce serait 10% de leurs fonds alloués au Bitcoin. Ah. Donc sur un PIB quand même qui pèse 4100 milliards, notamment comme la Californie. Alors c'est pas tous les États bien sûr américains qui pèsent autant que la Californie. La Californie c'est vraiment du lourd. Mais pour donner un ordre de grandeur quoi. Bon. Allez, je continue. Donc là, les échos, le transport maritime plonge dans un tsunami inédit depuis le Covid. Et oui. Donc c'est là où on voit un peu le, alors, je pense qu'on va avoir un retour de l'inflation mondiale, parce qu'on l'a vu en 2021-2022, quand on a eu un retour de l'inflation, c'est pas seulement à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en 2021, déjà, on avait une augmentation des prix avant même qu'il y ait la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et en fait, c'était justement lié à l'après-Covid, hein, vous savez, au déconfinement, où on a eu souvenez-vous, les containers qui valaient une fortune. Et donc, toute la mondialisation, globalisation qui était basée sur le transport maritime était totalement déréglée. Et donc, vous voyez ce que dit l'article, à cause des nouveaux tarifs douaniers, les spécialistes américains de l'import-export ont brusquement gelé leur réservation de capacité à bord des navires, un défi redoutable pour les grands armateurs pris à contre-pied. Donc, on se retrouve dans un contexte exactement comme on l'a eu après le Covid, avec des problèmes dans tous les sens sur les transports maritimes. Au niveau des containers, ça a explosé dans tous les sens. Et en plus, d'ailleurs, on avait les armateurs, donc tout ce qui est les assurances, qui prenaient cher, du coup, clairement. Ils ne savaient pas comment rembourser tout ça. Voilà. Donc, il y a fort à parier que si ça continue dans cette voie-là, on va avoir des impacts sur l'inflation. Ça va relancer l'inflation parce que forcément, on va payer plus cher, hein, tout ça. Bon. Ensuite, là, un article de latribune.fr. Alors ça, ça c'est marrant. Ça. Donc Davos, pourquoi le président Klaus Schwab a démissionné? Donc je rappelle le forum de Davos, hein, c'est en Suisse. Tous les ans, vous avez tous les élites, tous les présidents donc à échelle mondiale qui se réunissent là-bas pour parler en gros économie et puis surtout comment ils vont manger le monde, hein, clairement, parce que je rappelle que j'avais montré dans une de mes précédentes vidéos, on avait un passage justement vidéo, on voyait justement, alors c'était pas Klaus Schwab qui parlait, mais c'était des équivalents, hein, des ministres ou enfin bref, qui avaient pour projet, ils avaient même fait une maquette et tout, en fait, ils réfléchissaient de parquer toute l'humanité dans une sorte de grande muraille. Alors, je sais pas si c'était en Afrique ou en Inde. Et puis, ils voulaient parquer tout le monde là-dedans. Donc, c'était sur des bâtiments en colonne de plusieurs kilomètres de haut et sur plusieurs milliers de kilomètres de longueur. Et puis, donc, à l'intérieur, ce serait un espace où il y aurait de la verdure quand même. Enfin, ce serait comme dans les films de science-fiction, quoi. Voilà, c'est exactement comme ça. Et comme ça, l'entièreté de l'humanité, en fait, vous auriez 500 000 plus riches, auraient la Terre pour eux. C'était vraiment une maquette. Enfin, on croirait que c'est une blague. Eh ben non, c'était pas une blague. Ils en parlaient sérieusement, quoi. Voilà un petit peu le genre de délire qu'il y a au forum de Davos. Et donc, ce qui est marrant, c'est que le président du Klaus Schwab, du forum de Davos, qui, je rappelle, hein, a la célèbre phrase «Vous aurez rien et vous serez heureux», hein, parce que, donc, pour vous donner un peu l'idéologie dans laquelle ils sont, c'est que ils prévoient clairement, selon leur idéologie,
de supprimer tout ce qui est la base de propriété pour la donner dans les mains des États, et vous, vous avez rien, et tant mieux, quoi. Et c'est bien fait pour vous, et vous serez bien comme ça. Voilà. Donc en gros, ils décident pour nous, il n'y a plus de liberté, hein. Ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Et c'est pas moi qui le dis, c'est carrément dans le livre de Klaus Schwab, The Big Reset, The Great Reset. Vous savez, c'est un livre assez célèbre, hein, où lui, il balance toute sa vision comme ça. Bon, et je rappelle que tous les, notamment Macron, Justin Trudeau, l'ancien Premier ministre du Canada, nous, c'était Young Global Leaders, c'est-à-dire c'était des membres du forum du Davos et vraiment proches du noyau, quoi, des Young Global Leaders, c'est comme ça qu'on les appelle. Vous pouvez taper sur Internet, vous verrez, tout est listé, quoi. Bon, et donc, ce qui est marrant, c'est que ce Klaus Schwab, qui a 88 ans, là, ce vieux dinosaure, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a démissionné de son poste. Quand même étonnant, hein, poste cher payé. Et donc, avec effet immédiat. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Ben, un départ précipité, effectivement, sur fond de désaccord avec le conseil d'administration de l'organisation, après que ses membres ont décidé d'ouvrir une enquête sur de potentiels manquements financiers et éthiques du dirigeant et de sa femme, selon le Wall Street Journal. Donc là, on est sur une personne quand même qui est en train de nous dire qu'il ne faut rien posséder et être heureux, hein, entre guillemets, mais pourtant, apparemment, il y a des potentiels manquements financiers et éthiques. Bah oui, c'est vrai que l'idéologie, ça s'applique pas à soi-même, ça s'applique aux autres, hein, très clairement. Et en fait, si on va plus en détail, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il aurait eu une lettre de dénonciation de plusieurs anciens employés, comme quoi il aurait profité. Alors, il y a ça, puis il y a les harcèlements sexuels, alors, la totale apparemment. Bon, bah, c'est même pas étonnant, hein, ce qui se passe, vu qu'on voit un peu les personnages. Mais du coup, il aurait demandé à les employés subalternes de retirer des milliers de dollars à des distributeurs automatiques en son nom. Massage privé, alors franchement, massage privé, ça sent quand même les petites escortes au milieu et tout. Pas la totale, hein. Et voilà, il aurait organisé des réunions symboliques financées, enfin bref, la totale, au prix du contribuable, quoi. Voilà, c'est tout comme ça, en fait. Et après, ils sont là à nous faire des projets comme quoi ils vont nous parquer dans des grosses murailles, enfin 8 milliards de personnes, enfin, un truc de fou. Donc, ouais, vraiment génial le forum de Davos, vraiment top, top. Bref. Allez, je continue, donc pour vous dire un peu dans le monde dans lequel on vit, par quoi on est dirigé. Donc là, j'ai un article de Reuters. Donc, le Pakistan appelle, donc du coup, ça c'est bien, à calmer les choses déjà, sur un terrain neutre. Pourquoi? Parce que ça part en vrille. Donc, à travers le Cachemire. Donc effectivement, l'Inde est chaud patate. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout simplement qu'on a eu une attaque terroriste sur le territoire de l'Inde. Il y a eu 26 morts apparemment. Et puis donc l'Inde soupçonne quelque part, ou a des preuves, peut-être, hein, peu importe. En tout cas, il blâme le Pakistan d'avoir organisé cette attaque. Et donc, le problème, c'est que à la limite, bah, ça peut s'arrêter là, sauf que c'est parti en vrille au point, vous voyez dans un article de Courrier International, que l'Inde en fait a annoncé donc le 23 avril qu'elle suspendait sa participation à l'accord de partage des eaux du fleuve Indus. Alors ça, pour le coup c'est grave, hein. Tout le reste, bon c'est grave, il y a des morts et tout, mais là on parle vraiment d'un traité qui était en vigueur depuis 1960 quand même, hein. Et pour vous donner un endroit, là vous avez la carte, et l'Indus, c'est le fleuve que vous voyez ici, et donc en fait ça part vous avez un glacier effectivement qui est là, contrôlé par l'Inde, mais vous voyez l'Indus, il traverse à la fois l'Inde et à la fois le Pakistan. Et le truc c'est que c'est l'Inde quelque part qui a le pouvoir, parce que les sources viennent quelque part de l'Inde, vous voyez. Donc le Pakistan, eux, le fleuve ne fait que traverser le Pakistan, mais la source n'est pas dans le Pakistan. Donc ça veut dire que ce traité de 1960 est stipulé que l'Inde, en aucun cas, ne devait impacter l'eau de l'Indus quelque part pour le détourner du Pakistan. Parce que vous voyez que le Pakistan, leur seule source d'eau en fait dans la région, c'est l'Indus. Voilà. Et là, quand on parle de suspendre, en fait, l'Inde, quand elle parle de suspendre sa participation à l'accord de partage des eaux du fleuve, bah, quelque part, elle menace le Pakistan de, bah, puisque c'est comme ça, nous, on vous coupe l'eau, quoi. Sauf que si vous coupez l'eau au Pakistan, tout le monde qui crève, hein, clairement. Donc le Pakistan, directement, a dit s'ils font ça, c'est une déclaration de guerre. En gros, on n'a pas le choix, c'est la guerre, quoi. Voilà. Donc comme tout le monde est chaud patate,
Bon, si l'Inde fait vraiment ce qu'elle menace de... Enfin, elle a suspendu, hein. Elle a suspendu déjà sa participation, mais si elle va plus loin et qu'elle commence à bidouiller hein, le trajet notamment du fleuve, ou à mettre des barrages, ou à mettre des choses comme ça, eh bien, ce sera la guerre. Le problème, c'est que les deux puissances sont des puissances nucléaires, et puis c'est pas nouveau qu'ils se tirent dessus, hein. C'est pas nouveau, parce que ça fait depuis 1947, je crois, qu'ils sont en guerre, justement pour le partage du Cachemire. Bon, voilà pour l'ordre de grandeur, donc c'est le bordel, quoi. On a compris, c'est-à-dire que là, chaque jour, c'est le bordel, hein, clairement. Donc on a, voilà, on a des tensions de partout, on a la guerre Russie-Ukraine, donc ça, forcément, on espère, en tout cas, j'espère vraiment que ça va se calmer, qu'il n'y aura pas la guerre et qu'ils vont trouver un terrain d'entente. Peut-être que c'est l'objectif d'ailleurs de l'Inde, de mettre la pression comme Trump, là, lui, il a inspiré tout le monde, là, Trump, avec son plan de businessman avec une méthode de négociation agressive. Donc est-ce que l'Inde là fait pas pareil en mode voilà, on vous fait bien peur comme ça, après vous êtes prêt à négocier, on va avoir des nouvelles garanties de négociation et tout sur plein de choses. On va voir, on va voir. En tout cas, j'espère que ça va pas dégénérer, parce que sinon ça va vraiment être le bordel, et ça va impacter forcément les marchés boursiers, le cours des monnaies, le cours de l'or et surtout le cours du Bitcoin. Parce que dans ce cas-là, ben, on le sait, les valeurs refuges explosent à la hausse. Bon, surtout quand c'est deux puissances nucléaires, quoi. Enfin, faut vraiment, c'est des bouffons. Enfin, la guerre, il y a rien que ça à foutre, les gens, hein. Bref. Donc là, voilà. Donc, vous voyez, pour vous dire un peu dans le monde dans lequel on vit, après, bon, on reste positif, hein. Après, une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est le cours de l'euro par rapport au dollar. Au moins, pour l'instant, ça tient. On a un euro qui, au fur et à mesure du temps, devient plus fort par rapport au dollar. Donc en fait, on l'a compris, c'est pas l'euro qui devient plus fort, en fait, c'est le dollar qui chute. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec les tarifs douaniers, ça s'arrange pas pour Trump, sur le bazar avec notamment la Chine, on va vraiment dans un monde de fous. Et donc, effectivement, le dollar perd de sa valeur et ça continue. Vous voyez, donc là, par exemple, sur un jour, alors sur un jour, c'est pas probant, mais on voit que sur un jour, alors c'est un petit peu baissé le cours de l'euro par rapport au dollar, mais sur 5 jours, on voit que normalement, ça a dû un petit peu monter. Même pas, non. En fait, c'est sur un mois. C'est sur un mois, vraiment, là, on voit une belle augmentation de l'euro par rapport au dollar. Allez, je continue cette fois par rapport au cours du pétrole. Hop, là, le cours du pétrole est toujours poussé vers le bas. Ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Donc, on devrait avoir les effets, je crois que j'ai vu, en plus, il y avait les effets à la pompe de cette baisse. Donc, ça, c'est bien. Et enfin, le cours de l'or par rapport à l'euro. Donc là, cette semaine, ça fait vraiment volatile, hein. Donc, je vous l'avais dit la semaine dernière, on a eu un pic de volatilité tellement extrême que les marchés boursiers sur l'or ont coupé carrément à partir de vendredi. Je vous remonte là sur un mois, hein, à partir de vendredi, regardez, la semaine dernière, les cours. Ils ont tout bloqué. Donc, c'est-à-dire que normalement, les cours de l'or sont bloqués le week-end. Il ne se passe rien le week-end, hein, les marchés boursiers sont fermés. Donc, le samedi et le dimanche. Donc, vous voyez, par exemple, le samedi 12 et le dimanche 13, les cours par rapport à l'or étaient bloqués. Donc, on a eu une courbe plate au niveau de la valeur de l'or en 24 carats. Bon, alors que la semaine dernière, c'était 3 jours. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'était tellement volatile qu'ils ont décidé de suspendre à partir de vendredi. Et donc là, cette semaine, ça va, ça s'est calmé. Ils ont décidé de couper les cours à partir de samedi. On s'est rentré dans l'or, cet aspect de volatilité. Mais regardez que quand ils ont coupé, derrière, oh, on a eu l'explosion, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu un nouveau record. On est passé quasiment pas loin des 100 000, hein. On est allé à 97 000 euros le kilogramme 24 carats en une journée, hein. On est passé de 94 à 97 000 en une seule journée. Jamais vu, clairement pour l'or, en termes de variation de pourcentage directement comme ça. Et après, boum, tout s'est effondré. Et là, on a vu une augmentation, une poussée du Bitcoin. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a vu que quand le Bitcoin explose comme ça, les marchés de l'or a tendance à corriger. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a eu en fait des capitaux qui s'étaient mis dans l'or à la base, donc parce que tout le monde a eu peur. Et ces capitaux ont été d'ailleurs injectés derrière sur le Bitcoin qui a fait exploser le Bitcoin. Et on le voit comment? Parce que j'ai vu les courbes, notamment sur les ETF liés à l'or, et on voit vraiment la corrélation entre les ETF liés à l'or qui ont baissé en termes de capitaux et qui sont dirigés vers les flux liés au Bitcoin. Voilà, donc on voit maintenant qu'il va y avoir une petite bagarre peut-être entre les deux, entre le Bitcoin et l'or. Alors c'est une bagarre sans lettres,
parce que les deux sont quand même pas de la même nature. Même si c'est des valeurs refuges, le Bitcoin est intangible, numérique et super pratique. L'or, lui, est tangible, donc pas numérique du tout et pas pratique. Mais par contre, il est tangible. Et rien que ça fait une valeur. Il y a des personnes qui ne peuvent pas même imaginer acheter du Bitcoin parce qu'elles savent qu'elles l'auront jamais dans les mains, quoi. Voilà. Bon, donc ça dépend après peut-être du profil d'investisseur, plein de choses. Et voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui, hein, pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses, si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour soutenir la chaîne. Également, ça fait super plaisir. Et à vous abonner, hein, parce que c'est vrai que là, bah, avec plaisir, on est de plus en plus nombreux, hein, je vois au fur et à mesure du temps. Je vous remercie d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier les amis pour les soutiens, les partages, les likes, les commentaires. Ça fait super plaisir. Vraiment, ça pousse à continuer, hein, clairement. Et puis voilà, pour faire la conclusion de la vidéo, en gros, bon bah vous l'avez compris, pour le Bitcoin, pour l'or, je reste bullish à fond, tant qu'on a voilà, des incertitudes géopolitiques, et là en plus avec l'Inde et le Pakistan qui commencent à mettre un petit peu leur grain de sel dans la machine, bah, on devrait avoir encore plus rapidement des poussées des prix sur l'or, le Bitcoin et les valeurs refuges. Mais attention quand même bah, notamment tout ce qui est l'aspect de Grande Dépression. Cet aspect, j'en ai parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas en reparler. Mais il y a vraiment des choses qui sont à prendre en compte. Donc vraiment, moi je conseille personnellement à mon niveau, sans être un conseiller financier non plus, de vraiment mettre ses billes dans les valeurs refuges. Voilà, parce que là aujourd'hui on est vraiment dans un contexte quand même très particulier et instable sur tous les niveaux. Je peux pas dire mieux. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais la bise. Ciao.